tous. Je suis très bien, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Donc, en effet, comme Tatiana l'a évoqué, la thématique du jour, ça sera la mobilité et parfois plus particulièrement l'assurance auto. Donc, avec les différents membres du collège, donc à la fois des startups, des assureurs, des courtiers, des experts et quelques invités, l'idée, c'est de vous offrir une vision à la fois des enjeux du secteur, de diagnostiquer la problématique ensemble et de pouvoir aussi identifier ensemble des solutions concrètes. Donc, déjà quelques mots sur les enjeux d'assurance de la mobilité. On est dans un contexte de véritable évolution de la matière assurable et on entendra les invités sur ce sujet-là. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, de transformation de la mobilité, hein, que ça soit la montée en puissance des véhicules électriques, que ça soit l'inflation sur les coûts et les coûts de réparation notamment, que ça soit l'accélération de la connectivité, la décarbonation, et on va voir jusqu'où ce sujet va pouvoir aller, ou même l'évolution des modèles de distribution, hein, dans un premier temps, beaucoup d'acteurs financiers traditionnels qui sont venus être un peu chahutés par les acteurs néo et des acteurs de la mobilité eux-mêmes qui distribuent leurs propres produits d'assurance. La multiplicité des vies des véhicules, hein, c'est quelque chose aussi qui se transforme et des nouvelles manières de consommer la mobilité. On va en entendre parler ce matin, donc d'usage, de partage, de multimodalité, etc. Je voulais revenir rapidement sur la table ronde précédente qu'on avait organisée dans le cadre de FinTech Révolution. Donc, c'était en octobre dernier que j'ai eu le plaisir d'animer et vous partager quelques enseignements clés qui me semblaient intéressants pour introduire ce matin. Parmi nos invités, on avait notamment Agnès Paquin de CNP Assurance IARD qui nous disait à quel point le marché de l'assurance auto est un marché difficile en France. Donc, à la fois sur des dimensions de rentabilité, bien sûr, avec un S sur C hein, qu'on connaît, qui est généralement autour de 100% quand il ne le dépasse pas certaines années, qui pousse bien sûr les assureurs à optimiser toutes les composantes en fait de cette rentabilité. Donc, que ça soit la tarification, que ça soit la gestion des sinistres, que ça soit même les commissions, les frais de gestion, etc. Et pourtant, on est bien sur un périmètre d'un marché qui est quand même considérable, hein. Si on parlait de près de 26 milliards, 30 milliards en fait de primes, mais sur ces 30 milliards de primes, c'est 90% qui sont tenus par les 10 plus gros acteurs. Donc on voit bien aussi l'enjeu pour les assurtech d'aller chercher ce marché qui n'est pas simple à aller chercher. Et on verra comment certains, sur certains segments, arrivent à innover et chercher des parts de marché intéressantes. On avait également Frédéric Dornicard qui nous expliquait comment est-ce qu'il avait pu tirer parti d'une base de clients de près de 4 millions de jeunes qui passent leur permis de conduire. Alors là, on parle bien d'un acteur Ornicar qui a quand même disrupté le permis de conduire, hein, moins cher, de la tarification à l'heure, de la mise en relation directe avec les moniteurs. Et en fait, il a tiré parti aussi de cette connaissance client. En un an et demi, il avait converti près de 70 000 clients en assurance auto. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une clientèle jeune qui est souvent assez difficile à tarifer. Et là, lui, il avait une approche innovante pour les tarifer. C'était basé sur les éléments comportementaux qu'il pouvait avoir, qui lui sortaient à la fin un score prédictif de sinistralité, donc un véritable avantage concurrentiel. Un autre élément, un autre enseignement intéressant, Julien de Guy Carpenter aussi qui est intervenu, et lui nous détaillait à quel point il était difficile pour les assurtech, et on va évoquer ce point-là aujourd'hui, de venir dans certains cas avec peu de volume, des pertes potentielles importantes, hein, surtout quand on parle de risques corporels hein, dans le sujet de l'assurance auto. Donc l'enjeu, c'était bien de venir avec des éléments différenciants. Il avait d'ailleurs cité Flitter, qu'on entendra aujourd'hui sur l'assurance des petits rouleurs et comment est-ce qu'on pouvait, dans certains cas, coupler ce risque avec d'autres aussi pour justement trouver plus facilement et convaincre plus facilement les porteurs. Euh, Christophe était également présent de Léocare, mais il est aussi présent aujourd'hui. Je ne vais pas spolier son intervention, il nous partagera tout à l'heure ses points clés. Et du coup, maintenant, je voudrais passer la parole à Jean, donc de Casté, d'Oméros. Peut-être, Jean, si tu peux commencer pour planter le décor, par nous dire qui est Oméros, nous expliquer un petit peu, et après, très intéressant de t'entendre sur ce qui s'est passé sur le marché en 2024, comment est-ce que la transformation du marché de la mobilité et notamment de l'assurance auto s'est opérée. Tu es en mute, Jean, avec le micro. Ok. Merci David et bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Il est encore temps de le souhaiter. Donc effectivement, alors Homéros, rapidement, c'était l'occasion pour moi de me remettre un peu au grec ancien, car c'est un de mes associés qui m'a signifié que Homéros voulait dire garantie en grec. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Homeros.fr. Nous sommes une entreprise donc de technologie et on aide des porteurs de risques à distribuer leurs produits, donc sur tout un ensemble de canaux et de partenariats, que ce soit sur du online, via du courtage, voire directement dans des réseaux salariés. Et un ensemble de panels d'assurance qui va effectivement d'assurance emprunteur, auto et voyage, voire même MRH. Donc c'est un panel assez vaste. Nous sommes plutôt derrière nos partenaires. Rapidement, je vais présenter France FinTech pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une association qui a été créée maintenant il y a bientôt 10 ans pour faire de la FinTech notre ami. Certains disaient que la finance était notre ennemi, mais nous pensons que résolument, c'est la FinTech qui est notre ami. Et ça fait 10 ans que nous promouvons avec l'ensemble surtout de nos FinTech, de nos startups, qui sont aujourd'hui plus de 300 et qui le démontrent au quotidien pour rendre effectivement la finance plus abordable et simplifier la vie des Français, mais aussi des Européens, voire même de l'autre côté des océans. Donc, nous avons constitué ce collège de l'InsurTech avec tout un ensemble de professionnels du secteur. Et nous sommes très heureux de commencer par effectivement l'assurance auto, car selon l'adage de notre industrie, on le sait que on entre dans l'assurance par le garage. Et effectivement, ce qu'on a pu noter ces dernières années, c'est une certaine, on va dire, tension sur la rentabilité de l'automobile. Parce qu'effectivement, donc l'automobile stratégique quand on souhaite distribuer de l'assurance, car c'est la très belle porte d'entrée pour ensuite équiper ses clients. Par contre, il y a des exigences, comme partout, de rentabilité qu'il faut respecter. Et donc, c'est pour ça que je vais laisser la parole aux intervenants pour qu'on puisse débattre. Donc, vraiment, on va dire, c'est en tant que professionnel, c'est des échanges d'idées, d'informations, parce que notre principal concurrent, c'est pas notre voisin. Au contraire, nous sommes tous clairement en train de porter ce même message d'innovation et de service à plus grande qualité auprès de nos clients finaux. Notre principal concurrent, c'est l'inertie. Donc, c'est ensemble qu'on réussira à faire bouger le marché et apporter effectivement ces services à très forte valeur ajoutée. Alors, donc, Tatiana, je te relaisse la main pour piloter l'échange. Merci beaucoup, Jean. Donc, on va commencer désormais avec les use cases et je vais donc donner la parole à Yuri, à Jean-Baptiste, Jérémy Qui commence? Je crois et que David. Est-ce que tout le monde... Et il me manque Christophe. Il y a un pseudonyme. Il est bien là. Il est bien. Et je vais peut-être vous poser quelques questions aux uns et aux autres pour vous faire réagir justement sur le sujet. Et je vous propose qu'on commence par Flitter pour nous parler de l'année 2024 en matière d'assurance auto et de mobilité, à la fois quels ont été les éléments marquants, quelles ont été les difficultés rencontrées. Et intéressant de voir, il y a un sujet de fond qui est le sujet du défi capacitaire. Par rapport à ce défi capacitaire, quelles sont les orientations, les décisions stratégiques en fait que vous avez pu prendre? Mhm. Et intéressant de t'entendre aussi sur les dérives en termes de coûts de sinistre dans un contexte d'inflation. Comment est-ce qu'on peut l'anticiper et y faire face, en fait? avec plaisir. Et peut-être déjà pour redonner le contexte sur qui nous sommes et présenter Flitter en quelques mots. Donc moi je suis le cofondateur et CEO. Flitter en quelques mots, on est une AssureTech mobilité qui distribuons des produits en B2C en direct et en B2B2C. Il y a des partenaires de distribution dans l'écosystème mobilité et on a démarré notre activité il y a un peu plus de 2 ans, en 2022, sur un premier produit d'assurance auto à l'usage. Donc monoporteur à l'époque, un premier produit porté par Wacom. Aujourd'hui, après plus de 2 ans, c'est plus de 60 000 assurés qui nous ont fait confiance, 3 porteurs de risques chez Flitter et un service client noté 4,7 sur 5 par plus de 3 000 avis.
Donc une certaine efficience. C'est un produit qui a trouvé sa place sur le marché. Alors après, sur les problématiques, David, on pourrait en parler longtemps. Mais je pense que ce qui a un petit peu caractérisé 2024, et je veux bien l'avis des autres intervenants, ça a été vraiment le sujet de l'inflation qui a continué pour la deuxième année consécutive. En réalité, depuis le Covid, on voit que le coût moyen du sinistre s'envole et on a des niveaux d'inflation qui atteignent les 10, 15% certaines années. C'est des niveaux jamais vus auparavant, qui rebattent un petit peu les cartes du secteur de l'assurance auto. Et comme vous l'avez dit, c'est un sujet effectivement très important sur la rentabilité, euh, difficile à trouver sur ce marché et qui impacte aussi bah, à la fois assureurs et courtiers et assurtech. Et je pense qu'il y a eu un vrai changement de paradigme ces dernières années. Un courtier, historiquement, était plutôt vu comme un apporteur d'affaires qui avait la connaissance client et allait chercher le client pour la compagnie. Et je pense que de plus en plus, un shift est en train de s'opérer et le courtier devient non plus seulement apporteur d'affaires intéressé par les volumes de clients, mais la première personne en première ligne pour l'assureur, pour détecter ces déviations de marché et être en fait un meilleur surveillant de portefeuille que la compagnie elle-même. Donc c'est un peu, je pense, le mot-clé, la rentabilité, qui a effectivement dicté le marché en 2024. Et pour Flitter, bah, c'est ce qui nous a permis, c'est ce focus rentabilité qui nous a permis d'emporter la confiance de deux nouveaux porteurs de risque, Helvetia et Allianz, et d'avoir aujourd'hui trois porteurs sécurisés sur notre portefeuille auto. Et justement, Jérémy, ça m'intéresse aussi que tu nous détailles un peu dans la manière de communiquer avec les porteurs de risques. Justement, comment est-ce que on rend cette communication la plus efficace? Comment est-ce qu'on travaille le sujet potentiellement des augmentations tarifaires, etc. Comment on travaille cette transparence aussi régulièrement et pas seulement une fois par an quand il s'agit de C'est une recruter. c'est une bonne question et d'ailleurs je pense que c'est un sujet qui vaut pour tout type de courtier, qu'il soit jeune ou moins jeune, qu'il ait une capacité actuarielle ou non. Je pense que c'est déjà un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est-à-dire d'être en position par rapport à son porteur de risque comme un apporteur de solutions et pas juste effectivement comme je vais prendre votre tarif, votre produit et essayer de le diffuser au maximum. Je pense que euh, il y a cet état d'esprit qui crée un petit peu un marché à deux vitesses. Il y a les assureurs via les courtiers qui suivent de très près les inflations, l'évolution du marché, du coût moyen du sinistre, qui mettent à la fois en place des solutions pour leurs propres clients et portefeuilles, mais aussi ceux de leurs courtiers, et qui sont capables, année après année, de passer des augmentations tarifaires substantielles pour rattraper cette inflation quitte à, et c'est aussi une réalité, hein, peut-être réduire la croissance, puisque bah, plus de 10-15% de majoration peut, sur les affaires nouvelles, créer un ralenti, on va pas se le cacher. Et puis, il y a ceux, et notamment peut-être des courtiers qui sont dans un état d'esprit différent, qui continuent de privilégier la top line et la croissance, et puis bah, qui, du coup, ces dernières années, ont pu se retrouver dans une situation de rattrapage très difficile à effectuer où il a fallu bah, rattraper 2, 3 années d'inflation, à la fois sur les affaires nouvelles et aussi sur le stock. Et cette situation est d'autant plus critique quand on est, vous le savez, un jeune courtier, puisqu'on est à la fois exposé au marché directement, on subit le marché sans avoir potentiellement une taille critique pour nous permettre d'influencer ce sujet, et on a en plus de difficultés à passer des augmentations tarifaires substantielles sur des portefeuilles qui sont jeunes et en création puisque c'est toujours plus simple, en quelque sorte, d'augmenter des portefeuilles lorsqu'ils ont 10, 12 ans de maturité que lorsqu'ils viennent de souscrire et qu'on leur demande d'augmenter de 15% l'année d'après. Donc il y a un vrai sujet, et voilà, il y a un marché à deux vitesses, et je pense que les courtiers qui vont tirer leur épingle du jeu sont ceux qui se mettent en position vis-à-vis de l'assureur, et même dans les relations, pour répondre à ta question, vraiment de suiveur de portefeuille, qui va être en capacité d'aller chercher la manière de mieux opérer sur le terrain par rapport aux compagnies pour mettre en place, notamment via la tech, et c'est notre croyance numéro un chez Flitter, c'est que la tech ne permet pas juste de simplifier les parcours de distribution comme on le fait aujourd'hui avec des partenaires comme Autohero, où on va intégrer notre assurance auto en API directement dans le parcours d'achat automobile, mais c'est aussi un moyen d'améliorer la détection de la fraude, de contrôler le coût moyen du sinistre. Et donc, c'est tout un environnement on va dire, tech au service des opérations qu'il faut mettre en place. Je vous donne un exemple chez Flitter. L'année dernière, on a mis en place
pour tous les sinistres de fréquence, un parcours photo d'expertise où l'assuré, pour tous les sinistres non expertisés, notamment le bris de glace, doit nécessairement, lorsqu'il doit passer hors réseau de garage partenaire, nous envoyer des photos du sinistre. Ça paraît simple, c'est pas un sujet très high-tech, mais c'est un moyen de vérifier que le sinistre déclaré existe bien, réduire la fraude à la déclaration, contrôler le coût moyen du sinistre. Et pour toutes les autres bris de glace, on a travaillé notre réseau de garage partenaire. Ça, c'est un autre sujet important pour combattre l'inflation, puisqu'on s'est rendu compte que passer hors réseau coûtait en moyenne 30 à 40% plus cher que dans notre premier réseau de garage partenaire sur le bris de glace qui est Carglass. Donc, on a fait énormément d'efforts. Et pour revenir sur la petite histoire c'est vrai à toute étape de la vie d'un courtier, on a démarré la relation avec Carglass dès notre première année d'opération en 2022. À l'époque, on était encore trop petit pour pouvoir négocier des tarifs. Au bout d'un an et demi, 2 ans, on est revenu vers eux en leur disant, ben voilà, on a grossi, on a fait x3 sur la taille de notre portefeuille. Aujourd'hui, c'est donnez-nous des avantages économiques à orienter nos clients vers votre réseau. Et on a obtenu entre 20 et 30% du coût de réduction côté Carglass, qui nous permet de réduire et de contrôler le coût moyen du sinistre pour nos propres opérations et derrière, bien sûr, pour la compagnie. Je pense que c'est vraiment ça le sujet, c'est de pas seulement réfléchir en termes de KPI courtier, mais vraiment en termes de KPI assureur et d'avoir en fait une capacité et une connaissance clientèle qu'on est en capacité de faire mieux opérationnellement et y compris sur toute la chaîne de valeur comme la gestion des sinistres que les assureurs eux-mêmes. Super intéressant, merci Jérémy. Et un dernier point sur lequel j'aimerais t'entendre, puisque tu l'as évoqué très rapidement, tu as parlé d'intégration en API, notamment avec Autohero. Euh, Finalement, tu es aussi dans un enjeu de construction d'un écosystème ou participation à un écosystème de mobilité, que ce soit en France ou en Europe. Ça m'intéresse bien que tu nous dises justement quels sont les défis pour la construction de cet écosystème et pour répondre à des acteurs comme Autohero ou autres. Tu évoquais Helvetia, qui est aussi l'assureur de Tesla, etc. Donc, c'est Oui, intéressant de t'entendre là-dessus. avec plaisir. Je pense que c'est un sujet très complexe, l'assurance auto dans l'écosystème auto, c'est-à-dire les constructeurs, les distributeurs, et puis dans l'écosystème de la mobilité, c'est historiquement quelque chose qui a mal performé. Notre conviction, c'est que c'était d'abord un sujet de distribution, des parcours clients très compliqués, par téléphone, aucune capacité de souscrire en ligne simplement. Et donc, notre vision à nous, et notre conviction, c'est qu'en ayant des parcours les plus intégrés possibles dans les parcours d'achat de ces acteurs-là, c'est-à-dire en positionnant l'assurance au moment du changement de véhicule, au moment du passage du permis, au moment de la réparation de sa voiture par ailleurs, et ben c'est en étant le plus intégré et le plus simple possible qu'on va réussir à emporter l'adhésion et d'ailleurs sans forcément avoir d'intervention humaine. Et le parcours, le use case Autohero est assez intéressant puisqu'on a remporté cet appel d'offres pour information, dans notre première année. C'est-à-dire, on a lancé l'offre en B2C sur notre site internet flitter.fr en même temps qu'on démarrait les travaux et l'intégration avec Autohero. Et on était alors à l'époque, bah, du coup, à zéro client quand on a démarré les échanges avec Autohero. On a remporté cet appel d'offres parce qu'on a démontré dès le début notre capacité à créer des parcours via la tech qui étaient directement intégrés dans le parcours d'achat Autohero, des sujets que des assureurs on va dire, internationaux ont, un, peut-être pas l'intérêt, et deux, surtout, une telle dette technique qu'ils n'ont pas la capacité de s'y intéresser. Donc, il y a une vraie opportunité aujourd'hui qu'on veut concrétiser et la complexité à résoudre, c'est d'abord la capacité, effectivement, c'est de trouver des porteurs de risques pour créer des programmes d'assurance dédiés pour ces constructeurs et ces acteurs de la mobilité-là en France et en Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre partenariat avec Helvetia, est une vraie opportunité sur laquelle, une opportunité d'ailleurs dans les deux sens, hein, puisqu'on devient un nouvel acteur tech, un bras armé tech pour Helvetia, et Helvetia nous donne cette capacité en Europe d'étendre pour des programmes auto, et aussi derrière, bah, c'est cette capacité à gérer ces parcours de façon intégrée en API comme on le fait avec Autohero. Merci beaucoup, Jérémy. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on entende Corinthe et Jean-Baptiste qui puissent nous parler. Et cette fois, on va basculer un peu sur le marché B2B de l'assurance auto et nous expliquer. Ah oui, alors pensez à vous muter ceux qui n'interviennent pas, merci.
et nous expliquer comment sur ce marché B2B, justement, quels ont été spécifiquement ces défis et comment est-ce que bah, la plateforme de Corinth, plateforme nouvelle génération de RP, peut simplifier aussi le sujet, notamment le sujet de la gestion des flottes. Bonjour à tous, ravi de discuter avec vous aujourd'hui. Donc effectivement Jean-Baptiste, je suis le fondateur de Corinthe. Quelques mots sur Corinthe. On a été créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On a eu la chance de réaliser 2 levées de fonds pour un total de 7 millions pour proposer au marché une nouvelle génération de plateformes de gestion de produits d'assurance. Donc nous, on est vraiment des vendeurs d'outils, hein. On n'est pas des distributeurs, on n'est évidemment pas des assureurs. On est là pour donner à nos partenaires les moyens de leurs ambitions et leur permettre de lancer plus facilement des produits plus profitables, hein, très simplement. Et c'est vrai que historiquement, le marché de l'auto B2B et des mobilités, c'est le marché historique sur lequel on s'est positionné en premier. Alors maintenant, on fait évidemment tous les produits d'assurance, IRD et même ailleurs. Mais nous, on a beaucoup vu les problématiques et les blocages du marché sur l'assurance auto B2B. Donc, alors, l'auto B2B, c'est un marché extrêmement large, souvent très négligé parce que très compliqué. Très fragmenté, hein. Vous avez des fragmentations entre les. Donc, c'est le marché qu'on appelle habituellement celui des flottes, hein. Toutes les flottes de véhicules détenus par les entreprises, très fragmentées, avec des utilisations très différentes, hein, entre un loueur de voiture type Europcar et les véhicules de fonction d'une PME de province. C'est évidemment pas du tout la même chose. Très fragmenté aussi en fonction des tailles. Voilà, donc c'est un marché très compliqué qui a une réputation absolument exécrable sur le marché de l'assurance parce que des S sur P qui sont très mauvais, des ratios de profitabilité, enfin des ratios combinés qui sont très mauvais, qui sont des clients qui sont très peu satisfaits. C'est un marché très cyclique avec un peu un historique de, comment dire, essoreur à assureur. C'est-à-dire vous avez un assureur qui arrive et qui dit, moi ça y est, je veux prendre des grosses parts de marché, qui grossit trop vite avec une tarification pas assez sophistiquée. On lui envoie des dizaines de millions d'euros de primes et puis 3 ans après, il ressort un peu la queue entre les jambes parce qu'il a pris des énormes plombs. Donc vraiment, je pense, l'un des marchés les plus complexes, les plus difficiles et les plus objectivement horribles avec lesquels on puisse jouer. Euh, les causes de ces problèmes, en fait, elles sont quand même profondes et je pense très variées. Vous allez déjà avoir des produits et un marché qui est encore pas du tout digitalisé. On parle beaucoup de digitalisation en B2C et on a l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. Dites-vous qu'en B2B, il n'y a vraiment rien du tout. Vous avez encore des gens qui envoient des devis en remplissant des templates PowerPoint et qui font signer des contrats en remplissant des templates Word, hein. Et c'est pas des acteurs de niche, on est vraiment sur des acteurs qui sont des leaders qui travaillent encore comme ça. Donc vous avez des coûts opérationnels gigantesques. Vous allez aussi avoir un vrai problème fondamental de data. En B2C, vous avez probablement l'habitude de voir des questionnaires où il y a 90 questions pour chaque véhicule, donc on demande pratiquement la couleur des yeux de la grand-mère avant de donner un prix. En B2B, il n'y a rien de tout ça, vous savez même pas qui conduit. Et donc le problème derrière ce manque de data, c'est la capacité à donner un prix qui soit fin et prédictif. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous avez essentiellement des méthodes utilisées qui sont les coûts historiques, qui sont en fait les mêmes qu'il y a 20 ou 25 ans. Le troisième problème que vous allez avoir, qui est là encore en train de devenir de plus important, c'est un problème de transparence, d'audit et de traçabilité des actions sur le portefeuille et notamment du réseau de distribution. Le B2B, c'est quasiment 100% intermédiaire. Il n'y a personne qui réussit à faire de la vente auto en B2B sur du direct. Et donc, vous avez forcément un besoin d'intermédiation, mais comme on est encore sur des plateformes et des outils qui sont totalement anciens, vous avez très peu de visibilité et de contrôle sur ce que réalise votre réseau. Donc ça fait peur à tout le monde. Vous avez quand même un certain nombre de courtiers qui ne se comportent pas parfaitement. Et donc vous allez avoir des problématiques de conformité. Les dernières directives sur le devoir de conseil, des choses comme ça, sont pas du tout encore bien appliquées dans le monde du B2B. Donc ça fait un troisième problème. Et le quatrième problème que vous allez avoir, c'est un problème vraiment d'agilité produit. En fait, les assurances de flotte, c'est les assurances les plus complexes du marché. Vous devez être capable de gérer potentiellement des dizaines ou des centaines de véhicules qui rentrent et qui sortent dans le portefeuille et qui doivent être déclarés en temps réel. Donc c'est quand même des techs qui sont complexes, hein, et c'est évidemment là-dessus que nous, Corinth, on va apporter une solution. Mais avant Corinth, c'est des investissements qui sont très lourds. Il faut savoir que les seuls qui font ça bien, enfin et encore, c'est AXA qui a 2000 devs en France. Tous les autres assureurs et acteurs
utilisent des techs qui sont quand même très compliqués. On parle de 18 mois de lancement et des coûts de lancement qui sont très élevés. Et donc, vous avez une agilité produit qui est bien très forte. Et tout ça ensemble, aujourd'hui, en assurance B2B, il n'y a pratiquement plus de capacité. Enfin, le nombre d'assureurs opérant sur le marché depuis 10 ans a été divisé par 2 ou 3. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec des courtiers qui vraiment ont un mal fou à placer des flottes. Donc on est vraiment sur le marché typiquement tous les cas typiques des blocages de l'assurance qui, sur un marché complexe, aboutissent à des coûts élevés, des clients pas satisfaits et des opérateurs qui sont non profitables. Donc les problèmes, on les a très bien vus et ils sont profonds, anciens et personne n'a pour le moment réussi à les résoudre correctement. Et comment justement, avec votre solution et votre technologie, vous aidez à réduire ces inefficacités opérationnelles, améliorer cette sélection de risques, etc. Et tout ce qui potentiellement va permettre d'aller chercher de la capacité, enfin en tout cas plus facilement d'aller chercher de la capacité, quoi. En fait, nous, l'hypothèse et l'analyse qu'on fait, c'est que les quatre problèmes de efficacité opérationnelle, agilité produit, qualité de la data et transparence et gestion du réseau, c'est fondamentalement systématiquement des problèmes d'outils. Enfin, tous ces problèmes-là peuvent être résolus par une nouvelle génération d'outils. Et donc, c'est évidemment la vision de Corinth. Nous, on a construit notre plateforme pour être spécialisé dans les gestions des polices d'assurance complexes. Et donc, la promesse qu'on vous fait, c'est la capacité de gérer des polices qui peuvent avoir de 2 à des milliers de véhicules, 100% en ligne, 100% en temps réel. Donc la première chose qu'on va faire, c'est vous permettre de gérer toutes les étapes de la vie du contrat instantanément sans avoir recours à des gestes manuels. Donc on est sur de la vraie digitalisation de process, pas sur juste un petit parcours de souscription qui va permettre de faire le devis ou l'affaire nouvelle. En flotte, vous êtes obligé de gérer aussi toute la partie avenant et la partie gestion du réseau, la conformité, toutes ces choses-là, sur de la digitalisation profonde. Et c'est ça que nous, on va, je pense, être les seuls à pouvoir proposer. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas d'autres acteurs qui sont capables de mettre à jour en temps réel des échéanciers de facturation sur des mouvements de flotte où vous avez des centaines de véhicules qui rentrent et qui sortent avec des dates d'effet échelonnées. Donc ça, c'est la première promesse qu'on fait. La deuxième, c'est évidemment une qualité de data qui est sans commune mesure avec ce qui se fait traditionnellement. Alors, fondamentalement, derrière tout ça, il y a une architecture tech de Corinth qui est unique, qui va permettre de collecter tous les événements de la vie de la police. Et en fait, on va pouvoir, plutôt que d'attendre de collecter des données d'un formulaire qui n'existe pas en B2B, on va aller regarder les événements de la vie de la police et c'est ces événements-là qui vont fournir la data pour permettre d'améliorer la tarification et pour permettre en fait d'utiliser des points de données qui sont réellement la vie de la police plutôt qu'un formulaire qu'on a juste reçu au début de l'affaire nouvelle. On a évidemment aussi la capacité d'enrichir la donnée. On a notamment évidemment des intégrations avec des outils de télématique, hein. On l'a fait cette année pour notre partenaire Git avec DriveCount. Nous, on va être évidemment capable d'agréger la donnée de toutes les sources tiers, ce qui est essentiel hein, sur des polices B2B qui peuvent parfois être très complexes. On a évidemment la capacité de gérer un réseau et toute la problématique de la distribution qui peut être faite en ligne, là encore, et en temps réel, avec la transparence complète des systèmes de permission et tous les outils requis pour pouvoir être fiable et montrer à l'assureur et aux souscripteurs que le risque va être contrôlé. Ça peut aussi être des modules de tarification avec des gestes de dérogation manuelle qui sont là encore assez fins et techniques, mais que nous, évidemment, on sait faire. Et le dernier élément, hein, c'est une agilité produit et commerciale qui fait qu'avec nous, vous pouvez lancer en 3 mois, hein. Aujourd'hui, on a quand même eu un partenaire YIT dont on a fait la migration en 9 semaines et qui, depuis qu'il travaille avec nous, en 6 mois, a fait 26% de croissance, 28% de croissance. Donc on a quand même, je pense maintenant, un certain nombre de preuves que les gens qui se mettent à travailler avec nous sont très contents, hein. Mais je pense que sur le marché du B2B, les problèmes, il peut y en avoir beaucoup, mais l'arrivée d'une nouvelle génération de plateformes rend possible ce qui était historiquement vu comme impossible. Et c'est vraiment ça, nous, qu'on essaie de montrer au marché, c'est n'ayez plus peur de vous lancer sur ces produits d'assurance B2B parce qu'avec Corinth, vous pouvez le faire de manière agile, fiable, scalable, en maîtrisant les coûts et en n'ayant pas l'impression que d'ici 3 ans, vous avez 2 chances sur 3 de ressortir du marché avec la queue entre les jambes. Très clair. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Peut-être une dernière question, et puis après, on passera la parole à Léo Kerr.
finalement, là, tu nous as bien expliqué comment est-ce que tu pouvais aider les gens qui étaient, enfin les acteurs, que ce soit assureurs ou courtiers, qui étaient sur ce marché pour pouvoir se digitaliser, être plus efficaces, etc. Mais quand ils doivent communiquer avec leurs porteurs de risque, il y a aussi un sujet de la maturité même du porteur de risque, que ce soit un assureur ou un réassureur, pour être capable de justement recevoir des données peut-être en temps réel ou toi, finalement, tu amènes de la digitalisation de la complexité, mais c'est quoi la maturité de ceux qui se trouvent à l'échelle au-dessus et qui portent les risques face à cette transformation de marché? Et qu'est-ce que tu as pu, toi, observer? On t'a peut-être demandé des reportings spécifiques, justement, pour des réassureurs ou des porteurs de risques. Comment tu vois aussi cet étage supplémentaire? Et comment il se transforme aussi, vu de ta fenêtre? Alors, nous, on voit deux problématiques structurantes aujourd'hui pour rassurer les porteurs de risques. La première, c'est vraiment la gestion du réseau. Comme on est sur des réseaux intermédiaires, vous avez des gens qui vont avoir besoin de pouvoir monitorer en temps réel les actions du réseau. Et donc, ce que ça implique, c'est des modules qui sont capables de bien lister des règles métiers et des règles de souscription et de bien être capables de gérer les exceptions à ces règles métiers d'une manière fiable et fluide. C'est typiquement le cas, vous avez 50 véhicules, dont un camion. Vous n'allez pas dire, enfin, si vous dites au marché, bah non, il y a un camion, j'y touche pas, je refuse tout le monde, bah la réalité, c'est que ça marche pas. Et donc, vous devez être capable de gérer des dérogations spécifiques pour des cas comme ça, de manière euh, qui soit traçable et qui laisse un audit trail pour qu'on ne se retrouve pas dans 2 ans avec un sinistre sur un camion et les gens disent, mais comment ça se fait qu'on est assuré? Donc ça, c'est vraiment la première étape, faire en sorte qu'il y ait de la transparence et de la traçabilité sur toute la chaîne de valeur, du client final jusqu'au souscripteur chez l'assurance et donc chez l'assureur. Et donc nous, on va vraiment donner cette espèce de courroie de transmission entre toutes les parties. Et le deuxième point qu'on voit beaucoup, c'est sur les problématiques, vraiment le tarificateur, où là, vous avez des gens qui vont avoir besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils ont l'agilité de changer d'avis si jamais il y a une erreur. Et notamment, ça se fait beaucoup sur des gens qui sont en train de construire des portefeuilles, qui veulent être prudents, qui ont beaucoup vu des acteurs arriver un peu trop gros, trop vite, et prendre des flottes sur la base, bah, allez, je te prends le coup de l'année dernière et je te rajoute 3% et puis on y va. Et que si ça s'est mal fait, peuvent vraiment beaucoup souffrir, hein. On a parlé d'inflation tout à l'heure, ça peut taper très fort. Et donc on va les rassurer, nous, en leur donnant à la fois des dashboards. Alors ensuite, on n'est pas des souscripteurs, hein, mais c'est vrai qu'il suffit de petits dashboards relativement simples pour alerter sur des dégradations de portefeuille et ensuite surtout l'outil, de telle sorte que si jamais il y a besoin de faire une mise à jour tarifaire ou d'ajouter une table, ce soit fait rapidement. Les deux ensemble. Attention, je ne vais pas dire que ça suffit à résoudre tous les problèmes, mais déjà, vous avez convaincu votre partenaire, à la fois courtier assureur, que vous parlez le même langage que lui. Que vous n'êtes pas juste là. Enfin, nous, ce qui est très important, c'est de s'assurer qu'on n'est pas juste vu comme une SS2I. On attend passivement que vous nous donniez des ordres, le reste, on n'a aucun cerveau. Non, non, on est vraiment là pour montrer qu'on est partenaire et qu'on connaît l'industrie pour créer de la valeur ensemble. Et puis derrière, vous lui montrez que vous avez envie de réussir avec lui. On a aussi un modèle commercial, évidemment, qui crée beaucoup d'alignement, mais c'est vraiment l'idée que il faut rassurer les partenaires parce que c'est des aventures qui sont quand même un peu compliquées et ambitieuses, hein. On est quand même sur des produits où très très vite il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'euros de primes par flotte. Donc il faut montrer patte blanche. Et ça, je pense que c'est l'un des éléments qu'on a le mieux réussi sur cette dernière année, hein. Vraiment montrer qu'on parle le même langage et qu'on est aligné en termes d'intérêt avec nos partenaires. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On va passer à Christophe de Léoclair. Bonjour Christophe, David. bonjour à toi, merci beaucoup de ta participation. Là où j'aimerais bien t'entendre et que tu partages ton expérience, c'est aussi sur le sujet, déjà, de nous expliquer comment est-ce que vous avez abordé ce marché et pénétré ce marché qui est quand même pas un marché simple, avec quelles propositions de valeur différenciantes. Justement, et que tu nous parles aussi sur l'expérience client et sur les axes de prévention, parce qu'on a quand même beaucoup évoqué l'augmentation des coûts de la sinistralité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour y travailler? Et je crois que tu as quelques expériences intéressantes à nous partager là-dessus. Bonjour à tous. Comme l'a très bien dit Jérémy, nous on a tout fait mal ce que a dit Jérémy qu'il fallait pas faire. Nous on vient de la technologie, hein, désolé, mais ça fait 30 ans que je travaille dans le digital.
dans plein de secteurs d'activité. Et quand on a créé Léo Care, on avait travaillé sur tous les secteurs B2C par le passé. Et on a vu l'opportunité justement de mettre la technologie dans l'expérience client assurantielle. Et on n'avait pas compris que le métier de courtier, c'était pas seulement de distribuer et de bien gérer, mais qu'il fallait, même si on s'appuyait sur des chiffres donnés par l'assureur, ultimement, c'est nous qui aurons eu la mauvaise note. Et donc, on a vécu avec un acteur, on n'a pas besoin de le citer, mais une clôture de portefeuille. On faisait quand même près de 12 000 affaires nouvelles par mois, hein, donc vous imaginez, c'est pas rien. Et donc, on a traité ce transfert de portefeuille, et donc on a par rapport à ta question d'introduction, David, on a changé totalement notre organisation et notre fonctionnement, où on est passé d'un modèle où quelque part, on subissait, on suivait, à un modèle où dorénavant, on lead le produit, on lead les données. Et ce que disait très justement Jérémy, le rôle aujourd'hui, c'est pas simplement de savoir faire 100 000 affaires nouvelles par an, c'est bien d'avoir un enjeu d'équilibre. Cet enjeu d'équilibre, ben, il vient simplement, c'est ce qui est fait qu'on est passé de 3 finalement partenaires, on est à 8 aujourd'hui, donc on a dû changer des choses, sinon on n'aurait pas 8 partenaires, vous imaginez bien. Je suis aussi assez d'accord avec ce que tu disais, David, et ce qu'a dit Jérémy et aussi Jean-Baptiste, hein, la technologie est au cœur quelque part de la confiance, hein, c'est ça qui fait la différence. C'est à la fois la technologie et c'est à la fois aussi le temps réel. D'être capable de donner, alors déjà pour un assureur, lui donner tous les mois la fréquence, les provisions, etc., de manière fiable, c'est déjà beaucoup. D'être capable de clôturer le fameux S sur C, S sur P tous les trimestres, ça change en effet beaucoup que d'avoir des mauvaises surprises au bout de 365 jours. Et ça permet surtout à notre initiative d'être capable de dire soit de fermer, soit de changer, enfin bref, la segmentation que tout le monde connaît ici connectée. Mais c'est pas une fois par an, quoi, hein. C'est plutôt tous les mois qu'il faut savoir réagir. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, ce qui est intéressant avec la data, c'est d'être capable de bien identifier euh, qu'est-ce qu'on appelle un bon client. Comment on fait le bon équilibre entre celui qui nous fait une bonne LTV, celui qui nous fait pas trop une grosse sinistralité, et celui qui n'interagit pas trop non plus parce que ça a aussi des coûts associés. Et quelque part, qu'est-ce qu'amène le digital? Tout ce que l'on dit là, on subit quand même, parce que ce qui a été évoqué, c'est plutôt post-souscription. Et je pense que l'enjeu doit être plutôt avant la souscription. Et le digital a cette force que plein de choses nous identifient avant même notre voiture. Et le canal de souscription, le temps que l'on passe dans le canal, le fait de jouer, revenir en arrière, et avec nos données, où on sait par rapport au canal sur lequel on a acquis un client, son adresse mail, la version d'OS, son type de mobile, l'heure à laquelle il fait, le temps qu'il passe dedans, etc. Euh, pardon, et pour ces anglicistes à 2 francs. Comment on est capable de remonter au moment où on va acquérir, on va dire, ben, voilà à qui on veut afficher la pub Léo Care et voilà à qui on ne veut pas afficher la pub Léo Care. Hein, ça veut dire que concrètement, si on veut, alors au-delà, je partage aussi ce qu'a dit Jérémy, prendre des photos. Comme on est une application, on ne peut pas télécharger les photos, on peut que prendre les photos. Donc, pour tout ce qui est sinistralité en dehors du réseau partenaire, on sait tous que l'enjeu, c'est ce pourcentage de garages agréés. Et pour éviter la fraude, eh bien, la photo géolocalisée à l'instant amène aussi ces sujets. Mais je pense que si on veut progresser, l'enjeu, il est vraiment en amont. Et il ne faut pas que les néo-acteurs se retrouvent à prendre je sais pas si c'est correct de dire ça, mais les vilains petits canards d'assurés que les autres ne veulent pas, hein. Dit autrement, les bons resteraient dans les mutuelles et les mauvais iraient chez les néos et seraient confrontés à des problématiques qu'on connaît tous a posteriori. Eh bien, grâce aux technologies, alors encore désolé David, mais le S2S, hein, le fameux server-side, qui permet d'avoir un front, non pas pour consommer au niveau de l'API, donc ça l'API, c'est des choses qu'on peut intégrer dans un parcours au sens embedded insurance, mais vraiment au niveau des clics. Et savoir identifier qui, entre guillemets, est un bon cliqueur d'un mauvais cliqueur, eh bien, c'est toute la chaîne qui vient derrière qui permet de maîtriser, on va dire, le S sur P. Et donc, moi, mon deuxième point de contribution à cet échange, c'est de dire qu'à partir du moment où on sait travailler correctement sa data,
qu'on sait identifier tel acteur, tel canal, tel temps, telle sinistralité, fréquence, est-ce qu'il a été multi-équipé, est-ce qu'il a fait du parrainage, blablabla. Tout ça remonter en haut, dire, eh bien, dans l'équipe en retargeting, lui, je lui affiche pas la pub. Au niveau du clic dans Instagram, lui, je lui ferai un. Dans YouTube, et voilà, et jouer avec tous ces canaux pour faire que ceux déjà qui cliquent, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est quand même la réalité. Ceux qui cliquent nous intéressent parce qu'on sait que par rapport à sa compliance, qui est quand même un énorme sujet, la compliance dans l'automobile, on n'en parle pas, mais quand vous considérez que en digital, au bout de 30 jours, vous devez avoir en gros un dossier compliance, et quand vous savez que suivant les exigences, on est à 12 mois, 24 mois, 36 mois de RI, blablabla, et le CRM qui va bien, et que tout ça, les copains ils gardent le RI un peu sous le bras, ça aussi, c'est des enjeux quand même très, très compliqués. Donc, toute la chaîne pour avoir ce bon client, elle démarre sur son profil. Il y a l'enjeu de compliance. Avant la sinistralité, il y a aussi l'aspect de défaut de paiement. Ça aussi, c'est des éléments qui nous incombent, comme le disait Jérémy, aussi aux courtiers. Hein. C'est pas juste la problématique de l'assureur, c'est bien aussi le nôtre. Et donc, plus on remonte dans la chaîne dans cette qualité, plus finalement, à chaque perte dans le parcours, plus on est à l'aise, et mieux quelque part on maîtrise cet enjeu de sinistralité. Et puis pour peut-être le troisième point, là c'est peut-être des évidences pour tout le monde, en effet, plus dans cet aspect de sinistralité, le parcours est quand même un sujet important. Le fait d'enfermer quelque part un client dans un tunnel dont il ne peut pas sortir sans prendre rendez-vous, sauf s'il est allé vers un garage agréé. Alors nous, on était un peu bisounours en 2020-21. On était un peu bisounours parce que ce qu'on voyait, c'était l'enjeu, c'était l'expérience client. Donc plus l'expérience client était fluide dans la gestion de sinistre, pour ceux qui regardaient un peu ce qui se passait aux États-Unis, là, je me souviens plus comment s'appelait cette boîte américaine là qui assurait des objets, et on les voyait incroyables. L'appareil photo tombait dans l'aquarium. Il avait perdu son vélo, et puis voilà, il remboursait comme ça en 10 secondes temps réel. Bon, on sait tous que si on fait ça, c'est la cata. Euh, Exactement, Trove, merci Géant. Voilà, tout le monde rêvait de ça, et on sait tous que si on fait ça, on reste un an avec notre partenaire. Et donc c'est vrai que là, pour le coup, l'expérience client est un vrai sujet, pas au sens pour le bien du client, mais pour le bien de la communauté et du portefeuille. Et il y a quand même plein d'astuces, de tips intéressants dans ce parcours pour faire que il vaut mieux avoir 80% de son portefeuille qui va vers des garages agréés que 30 ou 20. Hein. C'est une évidence, mais c'est pas si simple à faire et à réaliser. Et là aussi, la technologie est relativement intéressante. Donc voilà. En synthèse, je partage complètement l'introduction de Jérémy sur le fait que nous avons un rôle très très loin de pas seulement distributeur, et on est très contributeur dans le produit, dans le travail, je dirais même des conditions générales. Ça, c'est aussi un sujet. On lance un produit là dans quelques jours, dans lequel on joue en effet sur ces aspects de conditions générales, de photos, la souscription, d'impact sur les franchises, etc. Euh, Celui qui joue le jeu trouvera ça génial. Celui qui le fait pas trouvera peut-être que les hawkers sont un peu hard. Mais c'est la condition sine qua non pour sauver, je dirais, l'intérêt commun. Et puis le point, c'est que la technologie, la data, plus on peut consolider les bons profils, et plus on peut le remonter haut, mieux c'est. Et je pense que si on regarde le S sur P que dans le canal de sinistralité, je pense que c'est très très compliqué de l'améliorer. Et c'est une évidence, hein, je dis une banalité, hein, je suis désolé, mais la technologie permet de remonter très haut, et je pense que dès le clic, il faut se poser la question de savoir si on veut de ce client, de ce prospect ou pas. Peut-être une dernière question pour toi, Christophe. Dans la relation avec les porteurs de risques, quels sont pour toi les points clés d'une relation réussite justement avec ces porteurs de risques, et qu'est-ce que tu tires de tes expériences à la fois malheureuses mais heureuses ensuite? À la malheureuse, elle est très claire. C'est d'avoir considéré ce que disait Jérémy dans l'introduction, qu'on était des distributeurs et des gestionnaires.
en disant on a mis un pistolet sur la tempe de personne pour faire que ce soit 30 euros ou 50 euros par mois. Voilà. Et à la fin, c'est comme nous qui subissons. Donc Jérémy l'a très bien expliqué, je ne vais pas faire de plagiat. Après, Jean-Baptiste l'a dit très clairement, c'est la data. Quand on est capable en temps réel, alors c'est compliqué hein, pour c'est pas un manque de respect vis-à-vis des porteurs de risques, mais c'est plus compliqué pour eux de traiter le temps réel. Donc déjà, quand on est capable de consolider au mois, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Donc se mettre d'accord. Et je pense que la confiance, elle se gagne par la technologie, la capacité à mettre à disposition les informations. Je pense que démontrer à un porteur de risque qu'on est proactif sur tel ou tel segment, sur telle fermeture, sur telle augmentation, etc., blablabla, je pense que ça fait la différence. Et donc, quand on est capable à la fois de rassurer par la fiabilité, c'est pas le tout donner des datas, mais la fiabilité de la donnée, les profils qui nous semblent à risque et lesquels faut s'arrêter, et puis la proactivité que l'on souhaite proposer, je pense qu'avec avec ces deux jambes, derrière, on a une capacité à discuter et à obtenir la confiance qui se voit assez vite parce que pendant les 2, 3 premières années, on est surtout obsédé par la fréquence. Le S sur C, sur allez, moi, je suis pas actuaire, hein. Je vois un peu ce que sont les maths quand même. Mais on est plutôt sur des enjeux de fréquence. Et donc, on voit bien là aussi qu'il y a des enjeux techniques en amont, et puis aussi il y a des enjeux de formation, de mindset au niveau des équipes gestion par rapport à l'activation ou pas de garantie. Donc, synthèse à ta question, ces deux jambes, c'est fiabilité des données, et plus elles sont fraîches, plus elles seront courtes, mieux c'est. Ça permet d'être très clair sur les fréquences. Et l'autre côté, la proactivité de son propre chef, de démontrer qu'on n'est pas juste là à faire du business, parce qu'on le sait tous, hein, pour terminer, vendre de l'assurance, c'est facile. Nous, je peux vous le dire, c'est pas, voilà, on a fait plus de 100 000, on sait faire plus de 100 000 affaires nouvelles. Aujourd'hui, on s'est plutôt réduit à 55, 60. Pourquoi on le fait? Parce que on améliore considérablement notre sinistralité, on améliore notre LTV et le coût client étant plus faible. Donc tout le monde finalement est aligné, hein, entre le courtier et l'assureur. On réussit quelque part à avoir un intérêt commun. Et je pense que comme tout le monde le sait, c'est notre objectif pour avoir de la pérennité. Et comme l'a dit Jérémy, essayer de maîtriser les augmentations annuelles. Et c'est quand même comme ça aussi qu'un client est satisfait de son assureur. Merci beaucoup, Christophe, pour tous ces éléments de partage. Je passerai bien la parole maintenant à Yuri de Datafolio. Pour nous parler déjà un peu de Datafolio, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on puisse bien comprendre en effet ce qui se cache derrière et comprendre aussi par rapport à votre solution et vos solutions, notamment basées sur la télématique, la tarification dynamique, on va en parler. Comment est-ce que justement on aligne mieux les risques et les coûts dans un marché qui est quand même assez complexe comme celui du sharing de véhicules? Ok, merci David, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais essayer de vous découvrir un peu Datafolio, même si on cache rien, hein, c'est complètement public. Euh, Simplement pour vous dire que oui, Datafolio en fait a un focus qui est sur la transformation, et tu l'as souligné en introduction, David, la transformation de l'usage de la mobilité en général, avec, avec une focale qui est de plus en plus forte sur le partage des véhicules, la multimodalité, le fait de pouvoir utiliser une voiture, un vélo, un moped ou une trottinette dans telle ou telle ville ou tel contexte. Donc ça, c'est notre focale vraiment sur les nouveaux usages de la mobilité. Ces nouveaux usages aujourd'hui sont couverts par des plateformes, la plus grande partie d'entre elles, enfin pas la plus grande, la totalité d'entre elles complètement digitalisées, avec des parcours clients qui sont complètement digitalisés, qui ne donnent quasiment plus de place à la relation physique, hein. C'est vrai dans les flottes de micro-mobilité, mais c'est vrai aussi dans les flottes de macro. On pense à Turo, à Getaround, à Virtuo d'une certaine façon, dans le modèle de la voiture, de la location de voiture. Et ce sont des modèles qui ne sont pas européens, donc quand ils ne sont pas mondiaux, hein. Donc ce sont des acteurs qui travaillent dans plein de pays européens avec des législations différentes, même si en Union européenne, ils sont relativement homogènes.
mais avec des particularités spécifiques, ne serait-ce que dans la gestion des conventions entre assureurs, qui est probablement le principal obstacle à une homogénéisation plus rapide des modèles à l'échelle européenne. Et donc, ça, c'est la focale de Datafolio. Comment est-ce qu'on traite ce sujet-là? On le traite par la data. À l'origine, dans Datafolio, il y a data. Donc, notre focus, notre focale du point de vue de la matière première, c'est la donnée connectée en temps réel. Christophe a beaucoup insisté sur la donnée d'origine, le clic. Nous, notre donnée d'origine, c'est le trip. Donc, l'idée, c'est de capter à l'origine les points géolocalisés ou géotimés de chacun des trajets que nous assurons pour chaque type de véhicule. Cette comment dire, granularité de la donnée nous permet de faire plusieurs choses, disons 4 éléments. Le premier, c'est d'avoir un modèle de risque qui est basé sur non pas un segment de clients, mais une caractéristique liée à l'exposition en temps réel au risque d'un type de véhicule, enfin d'un véhicule, sur une zone géographique spécifique, dans un contexte particulier, et utilisé par une typologie d'utilisateurs qui se comporte d'une certaine façon. Donc, on capte l'ensemble de cette donnée de façon extrêmement granulaire et ça nous permet de monter donc les modèles de risque. La deuxième chose que ça nous permet de faire, c'est, Jean-Baptiste a beaucoup insisté sur ce sujet dans la gestion des flottes, ça nous permet de gérer de façon extrêmement agile et flexible tous les différents points de la gestion d'un contrat d'assurance. Je suis absolument d'accord avec ce que Jean-Baptiste a dit. Ne serait-ce que gérer la distribution, l'entrée, la sortie de véhicules dans une flotte, sa redistribution d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, et d'une typologie d'utilisateur à une autre typologie, que ce soit un utilisateur client final, C, ou un utilisateur B. Tous ces éléments-là, on peut les gérer puisqu'on a la donnée du véhicule sur un trajet spécifique à un instant T dans un pays donné et qu'on sait que le lendemain, ce véhicule, il peut aller dans une autre ville, dans un autre pays et être utilisé par une autre typologie d'utilisateurs. Donc, on gère toute cette complexité à travers la donnée d'origine de la flotte de véhicules, des trajets faits et des localisations géographiques. La troisième chose que l'on fait, qui est toujours liée à cette donnée de base, c'est la gestion plus exactement l'ouverture, donc la First Notification Loss, l'ouverture des sinistres, plus exactement la captation des accidents, la qualification de ces accidents en sinistre ou pas en sinistre, et ensuite le monitoring de la gestion de ce sinistre en relation avec nos partenaires assureurs. Ça, c'est la troisième. Puis le quatrième élément de notre plateforme et de ce que Datafolio fait, c'est bien sûr l'application sur les dizaines et bientôt les centaines de millions de trajets que nous assurons, l'application de modèles d'intelligence artificielle ou de machine learning, appelons ça du machine learning dans un premier temps, qui permet de réentraîner nos modèles de risque, qui sont le premier module que j'évoquais, de réentraîner nos modèles de risque, de qualifier des villes ou des pays en termes ou des usages ou des types d'usages ou des véhicules en termes de risque et de renforcer tous les modèles de risque initiaux. Donc ça, ce sont les quatre éléments que Datafolio fait. Comme je le disais, nous proposons ces éléments à l'échelle pan-européenne et nous sommes courtiers grossistes. Donc, notre rôle, c'est celui d'être une, entre guillemets, agence de souscription, donc un peu un underwriting agent au sens anglo-saxon du terme. Les underwriting agents au sens anglo-saxon du terme, ils ont toujours été responsables de la sélection des risques. Ils ne sont pas que des distributeurs de produits, comme les courtiers continentaux le sont souvent. Et je reviens sur ce que disaient Jérémy et Christophe avant, je suis absolument d'accord. Cette logique anglo-saxonne de underwriting agent ou managing general agent, c'est vraiment une logique qui a cours en Angleterre, en Asie, aux États-Unis, qui a moins cours en Europe continentale, mais qui nous caractérise, nous aussi, et qui, effectivement, au niveau des InsurTech, tente à se diffuser de plus en plus. Donc, nous agissons avec des assureurs qui sont présents à l'échelle pan-européenne, et c'est la très grande complexité de notre modèle,
puisque on le sait, les assureurs ne sont pas organisés aujourd'hui pour l'être. Et dans l'accès à la capacité d'assurance, pour nous, aujourd'hui, nos principaux freins sont d'une part ce caractère pan-européen de nos flottes, et d'autre part, même notre modèle de tarification qui sort des sentiers battus de l'assurance et de l'actuariat, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien que nous sommes convaincus que l'assurance au trajet est l'avenir, entre guillemets, de la qualification du risque, qui sont les deux obstacles les plus importants à l'extension de notre modèle du point de vue de l'accès à la capacité d'assurance. J'aimerais bien qu'on zoome un peu sur ce sujet de modèle pan-européen et que tu nous expliques pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est difficile de trouver de la capacité sur plusieurs pays en parallèle. Comment sont organisés justement les assureurs et réassureurs pour répondre à ce genre de demande, organisés ou pas? Quel est leur niveau de maturité aussi sur ces sujets-là et qui fait que qu'est-ce que tu aimerais voir progresser et comment tu contribues à ce que ce marché-là existe véritablement? Alors, il y a très peu d'assureurs qui sont capables de souscrire des risques. Il y en a un certain nombre qui sont capables de souscrire des risques sur 2, 3, 4, 5 pays européens. En revanche, quand il s'agit de couvrir l'ensemble de l'Union européenne, plus le UK et les pays nordiques, donc l'espace économique européen, là, ça devient vraiment très compliqué. Il n'y a que, on va dire, 2 ou 3 assureurs qui sont capables de le faire. Et objectivement, il faut qu'ils aient une appétence particulière au risque de la mobilité pour pouvoir nous aider. Nous, on travaille avec 2 assureurs mondiaux, dont l'un a une capacité pan-européenne et, je dirais, mondiale très forte, mais il ne fait pas d'assurance responsabilité civile et encore moins de flotte en Europe. Puis on travaille avec un autre qui a une capacité mondiale et qui, lui, fait de l'assurance de responsabilité civile et de flotte à l'échelle pan-européenne. Pour autant, surtout le deuxième, quand il fait de l'assurance responsabilité civile automobile, même si c'est coordonné au niveau pan-européen, il doit s'appuyer sur les porteurs de risque les filiales locales les filiales locales. Alors là aussi, ça dépend beaucoup de l'organisation qui existe entre le siège, entre guillemets, ou plus exactement l'entité transnationale d'une part et les organisations locales d'autre part. Il y a des cultures qui sont très centralisatrices, il y en a d'autres qui sont au contraire très décentralisatrices, je ne vais pas faire de nom. Certaines où c'est le centre qui donne les directions et les autres, et les filiales suivent, d'autres où c'est exactement le contraire. Donc, le premier besoin pour... Alors, la première façon d'adresser ce problème, c'est de montrer que les acteurs de la mobilité de demain, à l'usage partagé, multimodal, ils sont par essence transnationaux. Et c'est un marché qui croît assez rapidement, enfin même rapidement, dans lequel les flottes ou les fournisseurs de véhicules de flotte s'engouffrent et qui cherchent, et ces acteurs cherchent des solutions qui ne sont pas pan-européennes. Donc, il y a un marché qui se crée. C'est un marché qui, s'il est bien géré, peut générer des marges tout à fait significatives. L'utilisation de nos modules, nous, on a aujourd'hui un peu plus de 250 000 véhicules qui sont intermédiés par Datafolio. Aujourd'hui, on a des loss ratios qui sont de l'ordre de 5 à 10, entre 5 et 10 points en dessous du target loss ratio de nos assureurs. Donc, quand ils sont bien gérés du point de vue des plateformes, là, je rejoins complètement ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, quand ils sont bien gérés du point de vue des plateformes, d'une part, et quand ils sont bien pricés avec un système de pricing qui, par ailleurs, est, dynamique, d'accord, eh bien, ça génère des capacités de marge technique qui sont réelles pour les assureurs. Et ça, c'est encore plus vrai si on arrive à mettre ensemble la responsabilité civile d'un côté et les garanties complémentaires qui peuvent être proposées aux utilisateurs de ces flottes partagées en opt-in dans leur parcours client, où là, il y a des marges qui sont extrêmement importantes. Donc, une deuxième façon de les amener à ce type
de clients, c'est de faire à la fois la partie assurance obligatoire, la responsabilité civile, et d'autre part, utiliser ces réseaux de mobilité partagée pour distribuer des produits complémentaires à leurs utilisateurs qui amènent de la marge technique. L'ensemble des deux permet de générer pour les assureurs des marges techniques qui sont tout à fait significatives et des gros volumes. Et, Peut-être une et la troisième dernière. chose, Oui, vas-y, pardon. et la troisième chose, c'est, et là je reprends complètement ce que disait Christophe, c'est de passer d'un modèle où on subit, entre guillemets, le produit et les données, ou à un modèle où on le lead. C'est-à-dire que sur la capacité d'assurance elle-même, c'est à nous de construire les pools d'assureurs et de réassureurs. Donc, trouver un fronteur, c'est plus facile de trouver un fronteur pan-européen que de trouver un assureur pan-européen. Et une fois qu'on a trouvé un fronteur, construire une capacité derrière qui soutient ce fronteur. Donc ça, c'est la piste qu'aujourd'hui, nous travaillons d'arrache-pied, puisque c'est une des conditions sine qua non pour notre développement au-delà de notre stade actuel. Super intéressant. Je voulais que tu zoomes un peu sur la notion de pricing dynamique, justement, et la particularité d'être capable de se baser sur les données télématiques et de faire à la fois du pricing dynamique et globalement, si tu échanges avec des assureurs qui n'ont pas forcément ces capacités-là de faire de l'assurance à la demande véritablement et d'être capable de moduler les pricing sur des données en temps réel, comment est-ce qu'ils arrivent comment tu leur permets d'appréhender justement ces modèles et de comprendre ce que ça peut vouloir dire dans leur référentiel pour que justement ils arrivent à te faire confiance et porter les risques en question que tu cherches à leur placer. Alors, d'abord sur le pricing. Donc, à partir du moment où on est sur une assurance au trajet, enfin, une assurance, un pricing au trajet, euh, en réalité, on capte l'ensemble des paramètres qui influent sur la sinistralité ou l'exposition au risque et donc à la sinistralité de chacun enfin, vraiment au niveau le plus granulaire possible. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, il n'y a pas de modèle précédent. Donc, il faut que le modèle que l'on propose aux assureurs et à nos clients donc, et aux plateformes de mobilité, il soit un modèle, comment dire, auto-apprenant, je dirais. Et à la fois, enfin, les plateformes de mobilité n'ont aucun problème à accepter ce principe-là, d'accord? Pour une raison simple, c'est que leur propre modèle de business est basé sur le trajet, d'accord? À partir du moment où leur modèle de business est basé sur le trajet, le fait que l'assurance, ou plus exactement le coût de l'assurance soit basé sur le trajet, leur convient très bien. Ça ne pose pas de difficulté. C'est plus difficile du point de vue des assureurs. Là, je suis absolument d'accord parce qu'ils n'ont pas ces modèles-là. Alors, une des façons de leur dire que c'est acceptable, c'est de rendre le prix au kilomètre, à la minute, au trajet dynamique. C'est-à-dire de dire, bah, d'abord, si c'est un trajet de jour, ça coûte moins cher que si c'est un trajet de nuit. Ou si le contexte fait que c'est un contexte exposé du point de vue de la météo, ça coûte plus cher que si c'est un contexte qui n'est pas exposé du point de vue de météo. Pour une trottinette, ça va coûter plus cher que pour une voiture dans un certain contexte. Ça va coûter plus cher pour une trottinette dans un environnement urbain par définition que pour une voiture sur un environnement autoroute, par exemple. Donc, tous ces paramètres-là, on les intègre, ce qui permet d'avoir un modèle multi-entrée. Et si jamais on s'est planté sur le tarif de nuit sur autoroute, eh bien, on peut changer le tarif de nuit sur autoroute quasiment du jour au lendemain. Si on s'est planté sur le tarif pour Berlin parce qu'on a assimilé la ville de Berlin au modèle de risque de Lyon, eh bien, on va aller changer le tarif pour Berlin tout en conservant celui pour Munich. D'accord, etc., etc. Donc ça, c'est le premier niveau de dynamicité. Enfin, c'est le niveau. Il y a la granularité d'un côté et la dynamicité de l'autre. La plateforme le comprend. Elle a une véritable, comment dire, elle a une vraie agilité dans son propre tarif sur les plateformes de mobilité. Donc, le fait de pouvoir changer à la marge le tarif ne lui pose pas de problème.
Bien sûr, si on lui fait changer son tarif une fois par an, et je reviens sur ce que disait Christophe, on a 3365 jours pour voir le S sur P, et puis on t'augmente de 50% ton tarif RC sur ta flotte allemande 3 mois avant le renouvellement de ta police. Alors là, ça fait très mal parce que ton coût d'assurance, il passe de 7 à 12%, donc toute ta marge, elle y passe. D'accord? Ça, c'est pas possible. C'est pour ça que le caractère évolutif et dynamique pendant la durée du contrat, finalement, est plus simple à accepter par la plateforme elle-même. Et pour l'assureur, on considère que c'est comme ça que l'assureur peut aussi, lui, adhérer à ce mécanisme de tarification aussi granulaire. Donc, c'est la proposition qu'aujourd'hui nous faisons à nos assureurs existants. Et pour les capacités que nous sommes en train de construire, bien sûr, c'est comment dire, natif dans notre proposition de valeur. Notre tarif, il est construit de cette façon. Il peut être mis à jour, comment dire, paramètre par paramètre at any time, quand on le souhaite. Et tout ça est géré par une plateforme qui donne à l'assureur, au porteur de risque, euh, une information, s'il le souhaite en temps réel, puisque notre plateforme, on peut y être plugué en API en temps réel. Aujourd'hui, on est plugué en temps réel avec nos partenaires flotte. Les assureurs peuvent se pluguer en temps réel avec notre plateforme. Ils ne sont pas prêts à le faire aujourd'hui, très très peu d'entre eux, mais ils ont cette possibilité-là. Donc, c'est la proposition que nous faisons. Notre système pour gérer notre future capacité d'assurance, ce que je disais, le fronteur avec derrière des porteurs de risques multiples, il est composé du modèle de pricing et des outils de modification du tarif, de gestion de la flotte, de déclaration de sinistres et de reporting vis-à-vis des assureurs à la fréquence qu'ils souhaitent. Ils ont accès à nos bases de données quand ils le souhaitent, pour leur périmètre, bien sûr. Ils peuvent avoir un reporting hebdomadaire, journalier, hebdomadaire, mensuel. C'est eux qui choisissent le modèle qui leur convient. Ok, super. Très intéressant. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe maintenant à notre troisième panel, ou deuxième panel, avec l'intervention de Ralph, qui doit être avec nous, donc cofondateur d'Achille, et qui va peut-être commencer par nous présenter ce néo-assureur. Et pour ceux qui l'ont vu, moi je suis assez fan de tes parodies de pub, Ralph. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça sur les réseaux, c'est assez sympa. Et du coup, Ralph, intéressant que tu nous présentes Achille et puis que tu nous dises aussi quel est ton regard sur ce marché de l'assurance auto, sur ces transformations, par rapport à ce qui a été dit aussi sur l'augmentation des coûts, sur la complexité des risques. Et finalement, face à ça, quels sont les outils en fait hein, pour notamment faire face à ces augmentations aussi de risques de fraude, etc. Et que tu nous partages ton expérience sur le sujet. Ok, bonjour à tous. Je vais présenter Achille. Donc, Achille, c'est une compagnie d'assurance. On a eu notre agrément en mai 2021. On est agréé sur à peu près, pas à peu près, on est agréé sur 7 branches. Euh, on est aujourd'hui 50 collaborateurs en France et 50 au Maroc. On a fait en 2024 200 millions d'euros de chiffre pour à peu près 600 000 contrats. Et on a 42 produits. On est assureur sur 100% de ces produits, sauf l'auto. Donc, c'est pas euh, c'est normal. On a levé que 30 millions d'euros, ce qui est déjà beaucoup en seed pour une société qui s'est créée en 2021 en plein Covid. Mais si on avait voulu faire de l'auto en tant qu'assureur, il aurait fallu lever 200 millions, 300 millions. Donc, c'était compliqué. Donc, le seul produit qu'on a sur nos 42 qui est fait en courtage et qui n'est pas fait en assurance, c'est l'auto. Aujourd'hui, l'auto, on l'a développé il y a à peu près un an et demi, même pas. C'était suite à des demandes de nos clients. Aujourd'hui, on fait à peu près entre à peu près 500 contrats habitation par jour.
Et ils nous disaient tous, on adore Achille, on adore le service client, on adore l'espace assuré, on voudrait faire de l'auto. Et donc, on s'est mis à chercher un porteur aussi pour faire de l'auto. Et même quand on est assureur, même quand on travaille avec tous les grands assureurs de la place et qu'on a 600 000 clients, on va trouver un porteur, c'est compliqué. Donc, bravo Jérémy, Christophe, d'en avoir trouvé trois. Euh, nous, on a du mal on a du mal à les trouver. J'expliquerai un peu pourquoi et ce qu'il en est. Donc moi, l'auto, c'est un produit que je connais bien. Je viens du monde de l'assurance. Ça fait 30 ans que je travaille là-dedans. J'en ai vendu des contrats. Je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu changer. Puis on va un peu parler de ça et comment les choses ont changé. Donc j'interviens un peu à la fin. Donc tout a déjà été dit, hein. Donc j'espère que je ne vais pas être trop redondant par rapport à ce qui est fait. J'ai retenu pas mal de choses qui sont importantes. C'est qu'à un moment, je pense que les néo-courtiers, les néo-assureurs se sont un peu perdus, ont confondu marketing digital et assurance. Euh, J'entendais les phrases qui disaient si on veut faire 300 000 clients ou 400 000 clients, on peut les faire. Tout le monde peut les faire. Et le seul gagnant dans tout ça, il s'appellera Google. Vous achetez, vous allez faire du contrat et ça va souscrire. Tout le monde en a besoin, encore plus en assurance auto. C'est une assurance qui s'achète plus qu'une assurance qui se vend. Donc les gens, c'est obligatoire. Et donc, il faut qu'on arrive à revenir à un système où on arrête un peu de faire n'importe quoi, où c'était la course au tarif, la course je vais souscrire. Il y en a qui prenaient 36 mois de RI, moi je vais prendre que 12. Il y en a qui prenaient pas les permis étrangers, moi je vais les prendre. Il y en a qui prenaient pas si, on va le faire quand même. Il y en a qui jouaient sur les franchises, il y en a qui jouaient sur les garanties. Aujourd'hui, ben, les assureurs sont pas mal revenus là-dessus parce que on n'a plus d'assureurs qui sont là, qui ouvrent les capacités et qui disent faites-en autant que vous voulez, on est content. Maintenant, on a vu beaucoup de courtiers, de néo-assureurs, d'assureurs et autres qui se sont retirés du marché parce qu'on ne suit plus, parce que les contrats sont trop chers et les sinistres sont trop durs à supporter. Donc, on est passé d'un monde où c'était difficile de souscrire et maintenant on a mis le marketing digital et on a mis l'UX ainsi de suite pour souscrire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je le vois dans l'évolution. C'est plus simple de frauder quand il n'y a personne en face que d'entrer dans une agence et de frauder. Donc, clairement, quand Achille s'est lancé en 2021, si je dis que 80% des mecs qui venaient, c'était des mecs qui fraudaient, je ne suis pas un menteur. C'était pratiquement ça. Le mec, il se dit, bah, tiens, il n'y a personne derrière, on va souscrire. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est comment je peux être agile, le plus agile possible avec mon UX, le plus agile possible avec mes outils, de simplifier la vie des gens, mais sans leur simplifier trop, parce que les mecs vont vouloir tricher, vont vouloir frauder. Et c'est toute cette difficulté où aujourd'hui, quand on se lance dans un nouveau métier tel que l'assurance, bah, il faut connaître ses us et ses coutumes, il faut connaître bien le marché, il faut comprendre ce qu'il en est. Et un produit d'assurance, c'est complexe et il vit en fonction de votre UX, en fonction de vos questions, en fonction de votre service client, en fonction de tout ce que vous allez faire. Et on ne peut pas prendre comme ça un produit à étagère, le mettre et y mettre un peu de simplicité. Ça nécessite d'avoir bien réfléchi en amont et le moindre grain de sable peut faire sauter les choses. Donc Achille aujourd'hui, c'est un petit peu d'assurance auto, c'est beaucoup les autres produits. On se développe fortement en auto. On a quatre produits. Risque simple, risque aggravé, alcoolémie, non-paiement. On a l'ensemble des produits du marché. La seule chose qu'on n'a pas, c'est les moins de 21 ans. Donc tu me posais la question pourquoi on les a pas, parce qu'on ne Oui. les a pas donnés, parce que je les ai pas encore, j'ai pas encore réussi à le tarifer. On pourrait faire un carton, mais je pense qu'ils ont raison de ne pas me les donner. C'est quand même un risque qui est un peu compliqué à gérer, donc qui nécessite quand même pas mal de réflexion. Voilà, autre chose qu'on identifie. Donc je parlais de la fraude aujourd'hui et de la façon dont les gens utilisent Internet. Moi, je vendais de l'assurance auto il y a 25 ans. Quand un mec il souscrivait, dans 80% des cas, il m'envoyait ses pièces. Et quand je dis 80%, c'était 85-90% des cas. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez les mêmes ratios que ça, mais aujourd'hui, quand un mec il souscrit, bah, c'est dans 50% des cas, voire allez, 55% des cas, si on est bon, qu'on récupère les pièces. Et aujourd'hui, les gens ont compris
on peut faire de la temporaire en faisant de la souscription sur Internet et on se retrouve avec pas mal de gens qui font tourner tous les mois, ils changent d'assureur et ils sont assurés pour beaucoup moins cher. Et ça, c'est pas une petite partie de la population, ça devient une grosse partie de nos contrats. Christophe parlait aussi des choses importantes, le non-paiement de primes. Euh, Aujourd'hui, il y a un non-paiement de prime qui est considérable par rapport à ce qui était avant. Et donc, c'est tout ça, c'est des métriques qu'il faut intégrer dans la mécanique quand on fait nos produits. Alors, comment on fait pour essayer de réduire tout ça? Euh, Lui, l'IA, pardon, la tech, le service client, des personnes chevronnées, capables de comprendre ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, nous, 100% des documents qui rentrent, ils sont rentrés avec un OCR qui regarde, qui identifie les faux permis, les fausses identités, les faux relevés d'informations. On en reçoit des tonnes, hein. C'est vraiment très important. Donc, c'est encore une chose. Euh, la technologie, c'est bien, mais c'est bien dans les deux sens. Nous, on est content d'en avoir, mais les fraudeurs aussi. Et aujourd'hui, ils savent l'utiliser même des fois beaucoup mieux que nous pour fabriquer des faux documents. Donc, ça, on doit les identifier. Et ça, c'est compliqué. Et si on devait souscrire tous les gens qui faisaient une demande chez nous pour faire un contrat, on ferait beaucoup, beaucoup de contrats. Mais on se fait résilier par notre assureur très vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont malheureusement pas le choix. On a reçu hier un VTC qui s'est assuré et il a mis les coordonnées de quelqu'un de chez nous dans un constat. Euh, Bon, pas très malin, hein, mais de toute façon, si les traders étaient malins, on serait un peu dans la merde. Euh, et voilà, donc ils n'ont pas le choix, ils sont calculés et aujourd'hui, ils font n'importe quoi et c'est à nous de faire attention dans ce qu'on souscrit et ce qu'on ne souscrit pas. Donc, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de ménage qui a été fait dans tout ça. On a, on a fini le monde du marketing digital. Je fais de la pub sur Google, je fais de la pub en affiliation, je fais de la pub sur TikTok et autres, et puis le mec, il va souscrire. Aujourd'hui, ben, si vous voulez faire ça, il faut fabriquer vos propres produits, il faut les comprendre, il faut bien les gérer, il faut orienter le client vers le bon centre de réparation. Et il faut aussi savoir qui je souscris, qui je souscris pas. Donc, la data. La data, c'est le nerf de la guerre pour 100% des gens qui sont autour de cette table plutôt en distance. Si tu ne connais pas ton client, tu ne vas pas pouvoir bien lui vendre. Donc, nous, c'est un mix de tout ça. C'est une grosse partie des contrats qu'on vend, c'est du cross-sell. Donc, on connaît déjà nos clients. On analyse beaucoup les choses et on a de l'intelligence artificielle qui, tous les matins, dans mes souscriptions, j'en ai 7-8 par jour à qui je fais des nullités sans même parler au mec. Mon IA a identifié que la personne, elle avait rien à faire chez moi. Je fais une nullité. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, mes assureurs, parce que moi je ne suis pas assureur sur l'auto, eux sont contre ça. Eux, ils disent, bah non, tu as pris 30 jours de garantie, tu gardes la garantie. Donc en fait, les assureurs, aujourd'hui, ils nous disent, bah ouais, t'es surpayé, pas bon, c'est pas bien, ainsi de suite. Mais même quand on identifie que le mec, on ne doit pas le garder, ils disent, bah non, on a pris une garantie de 30 jours, tu le gardes. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et nous, on a pris le parti de dire, ben non, je suis pas d'accord avec toi. Même si je suis pas assureur, je garde pas la garantie si je sais qu'elle est pas bonne. Et c'est une grosse partie des sinistres, c'est une grosse partie des problèmes. Tous ces gens qui prennent des garanties qu'ils devraient pas avoir. Je rebondis aussi sur une chose, les petits confrères qui n'envoient pas le relevé d'information. Ça aussi, je sais pas si Jérémy t'en as beaucoup, mais nous, on en a pas mal. On est obligé à chaque fois, je suis obligé d'envoyer des petits messages sur LinkedIn en direct d'abord au patron pour lui dire écoute, je te l'envoie à toi gentiment, mais ça serait bien que tu dises à tes équipes qu'ils prennent nos lettres recommandées. Il y a un gros assureur qui nous a dit la lettre recommandée électronique, ça n'a pas de valeur. Euh, donc, on ne veut pas les prendre. Ça tombe bien, parce que nous, on fait 100% zéro papier chez Hachette. Donc, 100% de mes résiliations envoyées sont par lettre électronique. Mais on nous dit, j'en veux pas, ou je ne veux pas les prendre. Et puis, c'est par vague. C'est toujours les mêmes assureurs qui vous refusent tous vos contrats. Vous avez mis une virgule, il ne fallait pas mettre une virgule. Vous avez mis un espace, il ne fallait pas mettre d'un espace. Électronique, on ne la veut pas. Donc, on se rend bien compte que c'est compliqué,
que c'est compliqué de garder ses clients aujourd'hui, c'est compliqué de faire des souscriptions, mais si tout le monde ne joue pas le jeu, on ne va jamais s'en sortir. Donc, jouons le jeu de l'acquisition, jouons le jeu de... Et ça, Joao, on en parlera tout à l'heure de ce qui se passe euh, chez nous. Jouons le jeu de tout ça, mais si on ne joue pas le jeu, si on n'est pas solidaire, on va avoir des gros problèmes sur l'assurance auto. Ouais, très parlant. Donc, du coup, la loi Hamon, il y a encore peut-être quelques couches supplémentaires à mettre pour qu'elle soit correctement respectée sur le bon transfert des C'est contrats. plus de l'éducation que de la loi Hamon ou des choses comme ça. On voit les agents généraux, ils jouent leur vie à chaque contrat. Les agents généraux, pour leur faire résilier un contrat, je peux vous dire que la lettre, elle a intérêt à être nickel quand ils vont la chercher. Pas que les agents, hein, je parle de tout. Et puis on a, euh, je ne balancerai pas, mais à la Poste m'a dit qu'ils voulaient pas des lettres recommandées en électronique. C'est La Poste. Donc là, on arrive à des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer la quadrature du cercle. un fauconnier, un faucon pour aller lui déposer le truc, ça devient compliqué. Ouais, très bien. Et du coup, bah, tu parlais d'un certain nombre de refus de souscription, etc. Et finalement, c'est quoi tes messages autour du fait de comment est-ce qu'on attire les clients, comment est-ce qu'on identifie les clients de qualité et comment est-ce qu'on les attire, justement pour avoir ce bon équilibre de risque et pas aller récupérer le tout venant qu'on va chercher à résilier au plus vite, quoi. Ouais. Alors, attirer du client, ça c'est très, 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 très facile. Aujourd'hui, on est passé dans, moi je vois dans l'évolution de ma vie de courtier sur Internet sur ces 25 dernières années. Avant, c'était compliqué de trouver du client. Maintenant, c'est compliqué de trouver de la capacité pour pouvoir répondre à ce client, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc aujourd'hui, en auto, tout le monde veut s'assurer. Moi, je fais une petite parenthèse, hein, on s'est pris une augmentation tarifaire stratosphérique. Euh, en termes et en comptant, donc affaires nouvelles et renouvellement. J'ai pas perdu un client et j'ai pas baissé ma souscription d'un iota. À mon plus gros étonnement, hein. J'étais persuadé que j'allais me faire défoncer et qu'on allait arrêter de souscrire. Qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont pas le choix. L'assurance auto, c'est devenu cher, on doit la prendre. Moi, j'ai eu des augmentations, mais tout le monde les a eues. Et aujourd'hui, les gens payent et ne se posent pas de problème. Maintenant, c'est plus compliqué pour eux de payer tous les mois et on doit faire attention, mais de trouver des gens qui en ont besoin, ce n'est pas un problème. Maintenant, bien identifier ce qu'il en est. Euh, D'aller créer des outils de plus en plus faciles à souscrire, de plus en plus efficaces, où tu peux déclarer ton sinistre en 30 secondes, où je te paye en 3 minutes, c'est bien, mais ça ne va pas dans le bon sens de l'assurance aujourd'hui. C'est-à-dire que la difficulté, je fais un parallèle à des gens qui ont fait ça en santé. Il y a quelques années, il y a des mecs qui sont arrivés en santé, ils ont dit, ah ben, vous les assureurs, vous êtes tous des nuls pour résilier votre contrat. Si vous gardez un an, c'est n'importe quoi. Moi, je m'engage, chez moi, vous résiliez quand vous voulez votre assurance santé. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé, hein. 100% des mecs qui avaient des lunettes à faire, qui avaient des dents à changer, qui avaient des trucs, qui sont venus. Ils ont fait leurs lunettes, ils ont payé 30 balles, ils ont fait leurs lunettes. Le lendemain, ils ont résilié. Et le mec, il a perdu 20 ou 30 bars en 8 mois. L'assurance auto, c'est la même chose. Il y a toujours un malin qui croit qu'il a trouvé à la martingale et qui va pouvoir faire plus que les autres. Aujourd'hui, un bris de glace, ça coûte le même prix que je sois chez Flitter, chez Achille, chez AXA, chez Allianz, c'est la même chose. Euh, une voiture électrique, ça coûte de plus en plus cher. La main-d'œuvre, elle a augmenté. Les pièces auto sont devenues. On change plus un phare, mais on change l'ensemble des pièces. Ça devient compliqué. Donc, le prix de l'auto, le prix de l'assurance auto ne peut pas être le prix qu'il y avait il y a quelques années. C'est un fait. Et il faut l'accepter. Et il faut essayer de jouer bah, sur les garanties, sur les franchises, bien faire comprendre aux gens bah, que c'est cher et que s'ils en veulent pour leur argent, bah, on peut jouer sur les franchises, on peut jouer sur les garanties moindres, on peut jouer sur pas mal de choses. Mais en tout cas, on ne peut plus jouer sur la qualité parce que bah, étant touriste, ça coûte cher. Et si tu veux du tourisme, il va falloir le payer. Et il faut que tout le monde accepte ça. Et je pense qu'on est sorti de la période où les gens ils faisaient du dumping et il y avait toujours un assureur qui arrivait sur le marché et qui était moins cher que les autres et qui balançait. Aujourd'hui, on se bat tous, je pense, avec les mêmes armes, avec des prix assez chers. Moi, aujourd'hui, je suis même surpris
au vu des tarifs que j'ai sur Achille, de faire autant de souscriptions. Donc, je me dis que ça doit être la même chose chez tout le monde. Et peut-être la question de la fin, puisqu'on a beaucoup évoqué cette problématique de difficulté de trouver des porteurs de risques adaptés. Pour toi, c'est quoi les enseignements clés de ce qui a été dit aujourd'hui et de l'expérience que tu as vécue, justement pour travailler plus efficacement avec ces porteurs de risques? Donc moi, j'ai un avantage, c'est que je suis assureur. Donc je me mets quand même à la place du mec que j'en face, puisque moi, je fais la même chose sur mes produits. J'ai 40 et quelques produits, 40 et quelques, c'est moi, je suis le porteur, et un, je ne le suis pas. Donc quand je parle à mon assureur qui est porteur de risque sur l'auto, je sais ce qu'il attend. Il attend que je fasse attention à la fraude, il attend que je fasse attention à mes souscriptions, il attend que je ne me comporte pas comme un courtier traditionnel par rapport à ses produits. Je prends un exemple. Moi, j'ai recruté des gens au Maroc qui venaient de courtiers de plateformes téléphoniques qui vendaient de l'auto. 80% de la formation était de leur expliquer qu'on n'était pas courtier et que c'était parce qu'ils vous disent clairement, mais nous, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma prime et le mec doit faire un contrat. Et il s'en fout de savoir si la personne, c'est un bon conducteur, un mauvais conducteur, il a eu des sinistres, il ne nous l'a pas dit, c'était pas son problème. Et donc, on a dû éduquer les mecs et leur dire non, non, mais nous, on est assureur, voilà ce que c'est un assureur, voilà ce que ça va coûter, donc on va arrêter de souscrire. Moi, je donne des primes à des gens quand ils ne souscrivent pas. Si le mec me prouve que quand il a souscrit, s'il avait souscrit, on a eu un mauvais risque, et qu'il m'a prouvé qu'il n'a pas souscrit, je leur donne une prime. Donc, ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. On gagne plus d'argent à ne pas prendre un mec aujourd'hui qu'à prendre un mec. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut commencer à inculquer. Donc, oui, les enseignements, c'est que c'est la merde. Je suis désolé, les gars, mais en auto, c'est la merde. Et si on ne fait pas attention, si on continue à faire n'importe quoi, si on souscrit trop, si on charge la mule sur les assureurs, ben, ils vont tous arrêter de le faire. En santé, là, aujourd'hui, on a passé une année très, très difficile pour des très gros acteurs, hein. Je vous parle des gens comme April et autres qui font des millions, des centaines de millions, voire des milliards, et qui ont du mal à trouver des porteurs pour leurs produits, et ben, ça sera la même chose. Donc imaginez pour nous, les petits, la difficulté que ça va être de trouver des gens. Donc pour moi, ce qu'on doit retenir, c'est que bah, c'est fini de faire n'importe quoi dans l'acquisition, je pense. C'est fini de faire de n'importe quoi dans les produits. C'est réfléchir à se dire, quand je crée un produit, est-ce que c'est bon pour l'assureur? Est-ce que c'est bon pour le client? Mais aussi penser à l'assureur, parce qu'avant, on pensait beaucoup au client. Et la tech, c'est un atout, mais c'est aussi un inconvénient. Sinon, ça nous fait gagner du temps, ça fait gagner du temps aussi aux gens qui en face. Et des fois, ben, quand on n'est pas aussi fluide que ce qu'on voudrait ou pas aussi transparent ou c'est un peu plus compliqué, c'est fait exprès. Et de vouloir faire sauter ces barrières, ben, ça ne rend pas service à la profession. Super. Je pense que ça sera le mot de la fin. Un grand merci à tous pour vos témoignages et aux participants. Et donc, au plaisir de vous retrouver peut-être en physique pour une prochaine édition, hein, comme l'avait dit Tatiana, notamment sur d'autres grands risques pour les assureurs, que ce soit les sujets climatiques, les sujets cyber, etc. Donc, on a hâte d'avoir les prochaines éditions et les prochains témoignages. Et je souhaite une excellente journée à tout le monde. Je vais Merci à repasser la tous. main, 30 secondes, David, je vais Vas-y. repasser la main à Tatiana, parce qu'on va vous retrouver, pour certains, dès la semaine prochaine pour notre dîner. Vas-y. Tout à fait. Donc, pour les membres de France FinTech et du collège AssurTech, il va y avoir le dîner d'hiver le 30 janvier prochain. Donc, vous avez reçu une invitation et les clôtures de cette soirée sont demain soir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes membre de l'association. Et si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de nous rejoindre. Et pour les prochaines rencontres thématiques, il y aura la thématique de la santé, justement, de la cyber et également du climatique. Et ça aura lieu tout au long de l'année. Et donc là, on sera pour le deuxième semestre, le deuxième trimestre. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange et à bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.